Merci beaucoup. Merci à l'IREMO en général, son président, sa vice-présidente. Merci à vous surtout d'être là parce que au cœur de l'hiver, passer son après-midi ici, ça réchauffe toujours parce que l'IREMO est un lieu chaleureux, mais néanmoins, c'est pas facile. Et puis c'est un exercice totalement redoutable que d'intervenir après qu'on vous a éloquemment parlé de figures historiques telles Napoléon ou Zénobie. Je vais pas, ce que je ne veux pas faire, et je ne prétends pas non plus mais en être une, et je n'aurai aucun talent, pas le talent des universitaires qui m'ont précédé, mais je vais quand même essayer, puisqu'on est à université populaire, il ne s'agit pas simplement de donner des réponses toutes faites, mais de vous aider à réfléchir sur ce que ça pourrait être effectivement qu'une politique méditerranéenne pour la France. Je vais le faire avec la liberté de ton qui me caractérise. Ça ne veut pas dire que je serai orthogonal à ce que dit et pense la France, mais parfois je dirais des choses qui sont pas forcément les vues françaises. Je m'exprime avec une liberté de ton. Donc, je voulais vous demander, là, vous dites tout de suite avec le cœur un mot, un seul. Si je vous dis Méditerranée, vous pensez quoi? Un mot. Il peut y avoir différent le mot, mais migrant. Migrant dans la mer. Confluence. Pardon? Confluence. Le centre du monde. D'accord. Pardon? Frontière. Donc, migrant, frontière. La jeunesse. La jeunesse. Bon, on est un peu plus dans l'optimisme. Mais il y a 20 ans, vous m'auriez peut-être dit Club Med, huile d'olive, régime crétois, que sais-je, vacances, soleil. Donc, ceci pour dire qu'effectivement, le premier mot qui vient en tête quand on dit Méditerranée, c'est migration. Ce qui est absolument fascinant. L'image de cette mer s'est complètement détériorée et il faut voir comment on peut quand même essayer de dire des choses qui ne sont pas que négatives sur celle-ci. Je vais donc le faire en me posant avec vous 10 questions. Certaines sont classiques, d'autres le sont moins. Surtout à l'IREMO, mais je ne prétends pas connaître toute la production de l'IREMO. Et donc l'idée, c'est vraiment de réfléchir ensemble et pas de vous dire voilà, la politique méditerranéenne de la France, c'est 1, 2, 3, 4 et signer là. Si ça peut aider au débat, c'est formidable. Mais mes 10 questions sont les suivantes. Est-ce qu'on parle de géographie? On parle Méditerranée occidentale ou orientale? Est-ce qu'on parle Europe ou Afrique? Est-ce qu'on pense à la Méditerranée du passé ou à celle du futur? Est-ce qu'on parle de la Méditerranée des projets ou de la Méditerranée des institutions? Est-ce qu'on parle de la Méditerranée des gouvernements ou des peuples de gouvernance? Est-ce qu'on parle de la Méditerranée de la démocratie ou de la lutte contre le terrorisme, de celle de la transition, des transitions ou de la production, et enfin des ports ou de l'Interland. Comme j'ai effectivement une double carrière, et que si je suis au Quai d'Orsay depuis plus de 15 ans, j'ai pas né au Quai d'Orsay, j'ai d'immigration parfois. J'ai une formation économique aussi et de développement, donc je vais prendre les sujets sous ces 2 angles. Donc la Méditerranée, concept géographique ou historique pour définir la politique d'aujourd'hui. Méditerranée ou Afrique du Nord, Moyen-Orient? La question qui m'est posée n'appelle probablement pas, c'est pas ce que vous attendez de moi, à m'interroger sur le rapport entre la France et l'Italie, ou la France et l'Espagne. En fait, et c'est fascinant, Méditerranée, y compris dans politique méditerranéenne, est utilisée pour ne pas dire Afrique du Nord,
Moyen-Orient ou monde arabe, quelle pudeur. Et c'est caricatural quand on voit que les relations entre l'Union européenne et les pays de la rive sud ou de la rive orientale sont qualifiées de relations euro-méditerranéennes. Donc, d'un côté, partenariat Euromed, d'un côté, l'Europe, de l'autre, la Méditerranée. Comme si l'Europe était étrangère à la Méditerranée. Et vu de France, fortiori vu d'Italie ou d'Espagne, c'est pas une alternative. Et puis, en plus, vu de France, quand on dit Méditerranée, on a une fâcheuse tendance à se concentrer sur le Maghreb. Et on va dire politique méditerranéenne pour ne pas dire relation avec les pays du Maghreb, au sens strict. Bon, déjà, on oublie la Libye. Et puis, on oublie aussi ce qui m'a toujours fasciné, les pays balkaniques, qui sont au moins autant méditerranéens que le Portugal, qui ne l'est pas, et purement atlantique. Et nous sommes parmi, ça change, ça bouge sous la pression des pays du Nord et de l'Est, pas naturellement favorable à l'entrée des pays balkaniques dans l'Union européenne. Enfin, à chaque fois, qui a coincé un peu, qui coince, c'est la France. Alors même qu'ils sont quand même quelque part méditerranéens. Donc, ma réponse intuitive à la question, vous l'aurez compris, c'est de dire qu'une politique méditerranéenne doit être plutôt pensée avec une géographie large, au nord comme au sud de la mer, et en tout cas certainement ne pas se limiter à nos relations avec les anciennes colonies ou protectorats, et qui en plus sont souvent envisagées sous un angle bilatéral et avec les auto-excitations et les jalousies que ces pays ont entre eux et que nous excitons parfois, enfin que nous accroissons parfois. Donc voilà pour ma première question, plutôt la géographie de l'histoire que notre histoire. Méditerranée occidentale ou orientale? Alors la Méditerranée occidentale paraît plus simple. Elle comprend effectivement sur la rive sud, côté Afrique du Nord, des pays qu'on connaît bien. Elle était jusqu'à il y a peu, elle est encore quand même globalement exempte de conflits, à part celui à basse intensité entre le Maroc et l'Algérie, sur la question du Sahara occidental. À l'inverse, la Méditerranée orientale est bien complexe. Elle est diverse, elle est lointaine. Il y a un conflit plutôt chaud, pardon. Et on en est conscient ces jours-ci entre l'Israël et la Palestine. Il y a des moyennes puissances qui ont des visées régionales, parfois perturbatrices, l'Égypte et la Turquie. Et puis, où s'arrête la Méditerranée orientale? Je reviendrai dans un instant sur l'Union pour la Méditerranée. Elle comprend la Jordanie. Jusqu'où on va? Jusqu'au Golfe. Mon intuition, et dans les fonctions qui ont été les miennes de délégué interministériel à la Méditerranée, c'est quand même que c'est un peu plus simple, effectivement, de travailler en Méditerranée occidentale, notamment parce qu'existe un groupe dont vous ignorez jusqu'à l'existence, qui a été créé en 1990, donc bien avant les processus d'intégration européenne qui ont plutôt commencé en 95, enfin d'intégration avec l'Europe, qui s'appelle le 5+5. Alors c'est un G, comme le G7 ou le G20, c'est un groupe informel avec un secrétariat tournant. Je vais m'amuser de l'appeler le G10 Méditerranée, qui comprend au nord Portugal, Espagne, France, Italie, Malte, et au sud Mauritanie, un autre grand pays méditerranéen, Maroc, Algérie, pardon, il ne faut pas toucher, Algérie, Tunisie, Libye. C'est un groupe qui a quelques difficultés ces temps-ci à cause de l'affaire Maroc-Algérie, mais qui comprend
des réunions de ministres dans quantité de domaines, y compris défense. Et il y a du travail fait en commun, alors un peu moins ces temps derniers, mais il y a eu au fil des années du travail fait en commun par les 10 pays en matière de défense, des exercices, alors pas forcément sur le terrain, mais des formations, y compris à Maroc et Algérie, donc, mais il y a économie, il y a agriculture, il y a éducation, etc. Migration aussi depuis la crise de 2015. C'est des choses que nous poussons, environnement, énergie, santé. C'est à très bas bruit, c'est en dessous de tous les radars, c'est probablement pourquoi ça marche, parce que les pays ne sont pas dans les postures. C'est le format que nous avons retenu pour faire un exercice dont je vous reparlerai, que j'ai organisé en juin 2019 à Marseille, qui s'appelait le Sommet des 2 rives, Forum de la Méditerranée. Donc, ce groupe de 10. Alors, c'est un défaut, et surtout vu le monde job aujourd'hui, et même en général, c'est vrai de ne pas inclure en Méditerranée orientale, vu d'un point de vue français, le Liban. C'est l'avantage de ne pas inclure la Palestine et Israël. Mais c'est aussi l'inconvénient, j'y reviendrai, de ne pas inclure tout ce qui se passe en Méditerranée orientale ces derniers temps, notamment en matière de ressources en énergie fossile. Mais au bout du chemin, si j'avais à choisir, et là encore, vous avez parfaitement le droit de différer, je vous donne les éléments de réflexion, j'ai quand même une préférence pour ce travail sur la Méditerranée occidentale. Europe ou Afrique? Alors, pas vraiment une alternative, je le mets comme une alternative, mais quand même. Il existe depuis 2013 un groupe européen de pays membres de l'UE, qui étaient d'abord 7 et qui sont en 2021 passés à 9, qu'on appelle Euromed. Bon, c'est pour ce qui concerne, donc c'est uniquement dans l'UE, hein, les 5 pays sud-européens du 5+5, je le rappelle, Portugal, Espagne, France, Italie, Malte, à quoi se sont rajoutés la Grèce et Chypre. Et puis ensuite la Croatie et la Slovénie. Donc aujourd'hui, ça s'appelait Med 7 et puis c'est devenu Med 9. Ce sont les pays qui ont quand même une culture de l'huile d'olive ou gréco-latine, que sais-je, et qui doivent, vu de leur point de vue, et vu du Nord et vu de l'Allemagne qui les appelait comme ça, enfin pour un certain nombre d'entre eux, dont nous, lors de la négociation de l'Union économique et monétaire, qui doivent veiller à ne pas être perçus comme les pays du Club Med. Hein, c'était l'insulte allemande il y a 30 ans, hein, sur France, Italie, Espagne, au moment de la négociation de l'UEM. Néanmoins, c'est un fait qu'ils ont une réflexion politique qui les pousse à s'intéresser plus. Ils se réunissent, y compris au niveau chef d'État et de gouvernement, régulièrement. Réfléchir plus relance économique qu'austérité, politique sociale. Heureusement, le travail a commencé sur la vision de ces pays, sur la Turquie, sur la Libye, ou bien sur certains biens publics mondiaux, enfin des sujets globaux comme le climat et l'immigration. Il faut éviter le séparatisme. Et je redirai que je ne vois pas de politique méditerranéenne sans Europe pour la France, contrairement à ce qu'on a pu tenter il y a quelques années. Je mets l'Afrique en face parce que il y a une forte tendance depuis la crise migratoire, depuis 2015, à avoir la Méditerranée comme la porte d'entrée et de sortie de l'Afrique. Parce que les migrants arrivent, ils viennent éventuellement d'Afrique subsaharienne et c'est par là qu'ils passent. Quelqu'un dont vous connaissez peut-être le nom, qui s'appelle Jean-Louis Guigou, plaide depuis des années pour la verticale AME, Afrique, Méditerranée, Europe. Dans cette veine, l'Agence française de développement, notre outil d'aide au développement, a supprimé presque subrepticement, il y a 3 ans, son département Méditerranée. Il n'y a plus de département Méditerranée à l'AFD et les pays méditerranéens
sont répartis entre Afrique, sur le concept anglo-saxon et One Africa, et les Orients. Alors les Orients, ça commence à Jérusalem et ça se termine à Port Moresby. Donc tout la Nouvelle-Guinée, Papouasie-Nouvelle-Guinée. Tout ça, c'est un Est qui implicitement nous intéresse moins. Et c'est une vision qui me paraît absolument fausse, poussée par la crise migratoire. Dès lors, bien sûr, qu'il n'y a pas plus d'intégration africaine que d'intégration économique arabe. Si encore il y avait une intégration africaine sur quoi s'appuyer, pourquoi pas. Et puis, les problèmes de développement en Afrique du Nord me semblent être très similaires à ce qui sont au Proche Moyen-Orient et très différents de ce qui sont en Afrique supérieure, singulièrement dans les pays du Sahel. Et je n'ai que un chiffre, un type de chiffre à donner, c'est le taux de fécondité. C'est-à-dire, les taux de fécondité d'enfants par femme en Afrique subsaharienne sont en eux-mêmes, dans la plupart des pays. Bon, les problèmes, ils ne sont plus de cette nature en Afrique du Nord et dans le Moyen-Orient. Et puis, point plus philosophique, dans cette vision, la Méditerranée est juste un couloir et pas un espace. Donc, par où ça passe et nos relations avec l'Afrique. Donc, il faut partir de l'Europe, mais je pense qu'il ne faut pas aller seulement vers l'Afrique. Alors, Méditerranée, maintenant, quatrième point, du passé ou du futur. J'ai un peu la crainte que la politique méditerranéenne française soit vue de tous les côtés, les acteurs politiques comme les chercheurs, les intellectuels, les penseurs, avec un regard très rétrospectif, pas prospectif. Les sujets traités par la direction ANMO du ministère des Affaires étrangères, mais de ses équivalents dans tous les pays du monde, sont ceux où figurent le plus les éléments de langage qui ont traversé des décennies. Il inclut, si on parle de l'actualité, sur il est convenu d'appeler le PPPO, processus de paix au Proche-Orient, donc le conflit israélo-palestinien. Chaque mot est pesé, observé, il y a des communiqués, tous les acteurs regardent s'il en manque un, on se dit mais pourquoi il n'y est plus, etc. Sans que ça change quoi que ce soit, ni dans le communiqué, ni dans la critique du communiqué sur le terrain. Bon, c'est un fait aussi que certains pays au Maghreb nous renvoient régulièrement au passé sans vouloir regarder vers l'avenir. Or, il y a eu depuis une quinzaine d'années des évolutions importantes. Alors, en bon français, on appelle ça des game changers dans la zone. Et je vais simplement en signaler 4. Donc, je ne suis pas certain qu'ils soient vraiment pris en compte dans la définition de notre politique méditerranéenne. Le premier, c'est que nous ne sommes plus, la France n'est plus acceptée en tant que telle dans la zone, au nord comme au sud. C'est vrai partout. C'est pas parce qu'on s'exprime qu'on a toujours raison et tout le monde fait comme nous. Mais en Méditerranée, on a le sentiment qu'on était seul. Événement intéressant. Bon, Madame Meloni a décidé qu'elle allait avoir une politique méditerranéenne de son propre chef. Elle est allée il y a quelques jours, où est-elle allée, vous pourriez dire, en Libye, ancienne colonie, en Tunisie, où l'influence italienne est forte. Non, elle est allée en Algérie. Et elle revient d'Algérie et elle a dit, je trouve que je l'ai entendu l'expliquer ça au mois de décembre à Rome, que voilà, elle allait avoir une politique méditerranéenne qui ne consisterait pas à suivre uniquement celle de ses voisins. Très clair. Donc, nous ne sommes plus tout seuls, si jamais nous l'avons été. Il faut une politique sélective. Nous ne pouvons pas être partout. Et je pense que notre tentation, c'est sous tout président et sur tout continent, à vouloir être partout, n'est pas tenable. Le Liban, mais je reviendrai plus longuement si ça vous intéresse, et je pense un excellent choix, parce que c'est vraiment un endroit où nous sommes attendus, acceptés par tout le monde. Et il faut faire un travail de conviction. Donc ça, c'est le premier changement, c'est
c'est plus si naturel. Le deuxième changement, c'est que les acteurs non gouvernementaux sont devenus importants. Alors bien sûr, les sociétés civiles, les ONG, mais aussi les collectivités locales, les entreprises, les chercheurs, etc. L'administration française a toujours eu du mal à travailler, toutes zones confondues, avec ce nouveau monde. Elle s'y est mise depuis effectivement 10-15 ans. Ça va mieux globalement, mais c'est vraiment pas simple dans la zone. Moi, j'ai le sentiment que si on rentre par les sujets transversaux, le changement climatique, l'économie bleue, l'énergie, les migrations, maintenant la sécurité alimentaire qui est devenue un sujet ces derniers mois, ça permet plus facilement de travailler avec les acteurs non gouvernementaux que d'être simplement sur les sujets d'organisation politique, que c'est. Donc diplomatie d'influence, pas seulement de communication. Le troisième game changer pour le futur et qui me paraît absolument central, c'est l'exploitation gazière en Méditerranée orientale. Il a personne n'en aurait parlé il y a 10 ou 15 ans. Elle a des effets économiques, bien sûr, mais aussi géopolitiques. Elle renforce le poids d'Israël. Et je pense que les accords d'Abraham tiennent beaucoup à la volonté des États-Unis de faire, mais je pense aussi que ça a donné dans la région un poids supplémentaire à Israël. Elle renforce le rôle de la Turquie, qui a une doctrine, qui est celle de la patrie bleue en Méditerranée, et y compris dans ses conflits avec la Grèce, avec Chypre, et dans la contestation du rôle que s'attribue l'Égypte. Je suis la grande puissance en Méditerranée orientale. Ben non, la Turquie dit non, pas si sûr que ça. Et je suis pas sûr que la France ait totalement vu cela. Et la question de nos rapports avec la Turquie se pose. Il n'y a pas que l'Égypte à regarder, en d'autres termes. Et même si Napoléon y a passé quelque temps, elle stabilise aussi la région. Et l'accord gazier entre Israël et le Liban est un changement absolument considérable. Il est passé presque inaperçu à l'automne. Il a été poussé par les États-Unis, mais avec une très forte implication de la France, du président de la République lui-même. Les deux pays sont théoriquement en guerre. Ils ont signé des papiers séparés. Enfin, qu'on le veuille ou non, et quoi qu'ils en disent, il y a là une espèce de reconnaissance implicite de l'autre par ces deux pays. Et puis, le quatrième changement, c'est que le jeu des grands acteurs a changé. Les États-Unis se désengagent vraiment. Et démocrates comme républicains, alors que ils avaient, il n'y a pas si longtemps, une politique d'interventionnisme tous azimuts dans la zone qu'ils appelaient Broader MENA, enfin le Grand Moyen-Orient, et on critiquait leur interventionnisme, de vouloir exporter leur modèle partout. Maintenant, certains les mêmes critiquent leur retrait, mais le pivot vers l'Asie, vers une région où se joue dans leur esprit beaucoup plus l'avenir du monde qu'en Méditerranée, est important, dans une région qui a changé et qui change, alors que la zone méditerranéenne donne le sentiment de la permanence. Inversement, gentiment, la Chine, par le jeu des routes de la soie, ses interventions, certes dans le port du Pirée, mais aussi à Gênes, mais aussi à Trieste, se pose comme un acteur un peu concurrentiel. Mais à l'inverse, moi, j'ai envie de dire, ça pousse à nous interroger. Si la Chine, par ce biais, arrive à provoquer une certaine forme d'intégration régionale de cette zone, qui ne l'est pas, qui ne l'est absolument pas, pourquoi pas? Je suis un petit peu provocateur, là, j'invite à la réflexion. Pour les États-Unis, ce qui reste de l'intérêt, c'est le passage des tankers qui viennent du canal de Suez, un peu d'armée et la relation, enfin de marine et la relation avec Israël.
Voilà. Mais c'est des nouveaux éléments, ces 4 nouveaux éléments, à mon avis, font qu'il faut pas lire avec les grilles de lecture du passé, mais véritablement avec une vision du futur, ce qu'on n'a pas, je pense, vraiment commencé à faire. Mon 5e point est de dire Méditerranée des projets ou des institutions. J'y ai fait allusion, le processus de Barcelone, le début de réflexion européenne sur la relation avec les pays de la rive sud date de 95. Je répète, le 5+5 a été créé avant. Avec 3 volets, un volet politique et de sécurité, un volet économique et financier et un volet social, culturel, humain. On va faire bref en disant que les 2 premiers volets ont plutôt échoué, quoi. Mais c'est un peu caricatural, sauf sous l'aspect aide de l'UE. C'est pas vraiment de la coopération, c'est de l'aide. Dans tous les ensembles régionaux, on essaye de bâtir quelque chose, finit par venir l'idée que c'est beaucoup plus facile de faire par les projets, et là, en anglais, on va dire bottom-up, que par les institutions. Top-down. Parce que, je sais pas, tout le monde reste un peu marxiste, l'économie façonne le politique, donc l'infrastructure plutôt que les superstructures. Bon, c'est comme ça qu'après l'échec de la communauté européenne de défense, on a bâti celle du charbon et de l'acier en Europe par le bas, donc théoriquement. La Méditerranée des projets avait, on va dire, échoué. Et Nicolas Sarkozy a eu l'idée, durant sa campagne de 2007, de pousser à la création de ce qui s'appelait l'Union méditerranéenne dans son idée. Je veux dire que je pense sincèrement que cette idée était excellente, qu'elle visait à donner un contenu politique au processus de Barcelone, mais elle a échoué. Elle a échoué pour de multiples raisons. Alors d'abord, elle a été confiée à un total anti-européen qui s'appelle, je ne sais pas s'il va me tweeter après, Henri Guénaud, qui est allé jusqu'à dire que l'Union méditerranéenne avait vocation à remplacer l'Union européenne. Il a monté ça en hostilité totale, enfin avec le soutien de facto du président de la République, à la RFA, alors que tout l'équilibre européen consistait, c'est ce que nous souhaitions, c'est ce que souhaitaient les pays du sud d'Europe, à ce que l'Allemagne convainque son entourage pour qu'on aide autant et qu'on coopère autant avec les pays dits du voisinage sud, donc ceux de la rive sud de la Méditerranée, que ceux du voisinage oriental, du voisinage est, les pays d'Europe de l'Est qui n'étaient pas tous membres ou présumés candidats à l'entrée dans l'UE. Alors que nous avons toujours voulu équilibrer. Si vous commencez par dire c'est Union méditerranéenne pour remplacer l'Union européenne, c'est contre l'Allemagne, c'est pas exactement la bonne méthode. On a même réussi à faire peur à l'Espagne en voulant revendiquer le siège de cette affaire, alors que, en processus de Barcelone, c'est à Barcelone. Voilà, c'est comme ça. Et puis tout en demandant de l'argent à la Commission. Alors si vous ajoutez à cela la magnifique photo de famille du 13 juillet 2008, on va peut-être le souvenir, vous avez les recettes de l'échec. C'est dommage, vraiment c'est dommage. Je pense sincèrement que c'est une belle idée qui méritait d'être travaillée. Donc on a une union pour la Méditerranée et pas union méditerranéenne de 43 pays, tous les Européens, plus 16 autres, la Syrie étant mise de côté pour le moment, avec tous les Nordiques européens, oui, la Finlande, les Baltes, que sais-je. Néanmoins, c'est le seul endroit où tous les pays sont à la même table, et Israël et la Palestine. Bon, j'ai été le représentant français dans le conseil de cette institution. Ça démarre toujours par des figures imposées qui sont que le représentant palestinien va prendre la parole et suivant l'intensité de la situation du moment, va faire une déclaration plus ou moins dure et le représentant israélien va lui répondre en fonction du ton. Et puis voilà. Contrairement à ce que vous lirez partout,
Si cette institution ne fonctionne pas, ce n'est pas à cause de la présence d'Israël et de la Palestine, ce n'est pas à cause du conflit, c'est parce que la Commission européenne refuse avec obstination de lui donner quelque moyen de financement que ce soit. Et pourquoi le fait-elle ? Parce qu'on l'a traitée comme une imbécile en 2007. Il n'y a pas d'autre raison. Alors, les institutions ont de la mémoire. 15 ans après, nous payons l'erreur tactique qui était de ne pas avoir dit on fera l'Union méditerranéenne avec l'Union européenne et pas contre. Ça paraît de bon sens, mais à l'époque, personne ne l'a dit. Et aujourd'hui, on dira, c'est vrai qu'elle fonctionne pas très bien. Néanmoins, c'est un lieu de dialogue, c'est un lieu de proposition sur des sujets thématiques. Il faudrait probablement la concentrer sur certaines d'entre elles. Elle essaye de faire un peu tout, comme toutes les organisations internationales. Sur les sujets qui comptent en Méditerranée, je dirais environnement, ressources en eau, sécurité alimentaire ou énergie. Mais elle existe et elle ne mérite pas l'indignité dont on l'affuble. Mais le fond du problème, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Et que quand vous voulez, il y a un tout petit budget, quand vous voulez faire quelque chose, il vaut mieux être une institution qui a de l'argent. L'Espagne aura la présidence de l'Union européenne au second semestre, va annoncer un grand sommet voisinage sud à la fin de l'année. Pas sûr elle va essayer de relancer l'UPM, mais je suis pas sûr qu'on y arrive. Et ça me fait dire qu'il y a une institution qui manque, mais dont la création est de plus en plus difficile, c'est une banque de la Méditerranée, une banque de développement. Donc il y a dans le système mondial, il y a une banque mondiale. Il y a une banque asiatique, il y a une banque africaine, il y a une banque interaméricaine pour l'Amérique latine, et il y a une BERD, B-E-R-D, BERD, Banque européenne pour la reconstruction et le développement, qui est à Londres, qui, au départ, s'occupait d'Europe de l'Est et de la transition. Et puis, progressivement, elle est en train d'étendre son mandat au voisinage sud et de donner des études financières. Pourquoi pas ? Moi, j'aurais été en faveur d'une vraie banque de la Méditerranée avec l'ensemble des pays de la zone, parce que dans la BERD, il y a pas comme actionnaire tous les pays de la zone. Donc voilà, les institutions, on a loupé le coche et c'est notre faute. Vraiment, bon. Des gouvernements ou des peuples, ma 6e question. La question n'est pas née des printemps arabes en 2011. Et dès l'origine du partenariat euro-méditerranéen, moi j'aimerais bien l'appeler simplement méditerranéen, de 1995, du processus de Barcelone, il y a eu la volonté d'associer les peuples, il y a eu des rencontres des sociétés civiles, etc. La tradition plus concrète en termes d'institutions, dès 2005, est quelque chose que vous ne connaissez probablement pas, qui s'appelle la Fondation Annaline pour le dialogue des cultures. C'est du nom du ministre suédoise qui a été assassiné, laquelle promeut des rencontres, des échanges entre jeunes, entre réseaux de jeunes de tous les pays de la Méditerranée. À bas bruit, je trouve que c'est plutôt un succès. Nous avons soutenu l'institution qui a été successivement présidée par un conseiller du roi du Maroc, mais qui est français, qui s'appelle André Azoulay, alors qui est plus connu par sa fille aujourd'hui que par son existence propre, puis par Elisabeth Guigou, puis désormais par une princesse jordanienne. Mais c'est pas mal. L'idée de travailler avec la société civile a forcément quand même pris de l'ampleur avec les printemps arabes, puis les reprises en main. Bien sûr, en dépit de tout, c'est plus facile avec les pays du Maghreb, il y avait quelque chose du Macrec. Je vous donne un exemple, puisque j'y ai fait allusion, j'en dis un peu plus. J'ai organisé à la demande du président de la République en juin 19 à Marseille un sommet des deux rives, Forum de la Méditerranée. Et le titre disait bien la double ambition. Il y avait, on était en format 5+5. Il y avait un aspect, mais
ou, si vous avez bien écouté, si vous ne craquez pas encore, quel a été mon premier voyage quand on m'a demandé de faire ça. C'est absolument contre-intuitif, mais essentiel pour la réussite. On me dit, il faut faire un sommet. Bon. Non, Berlin. Berlin. Je suis d'abord, toute la direction ANMO du ministère m'a dit, regardez, Berlin. Mon premier voyage, Berlin. Ah, c'est pas évident. Mon deuxième voyage? Non, quand même pas. Non, ils jouent pas un rôle aussi central. Bruxelles. UE, la Belgique. Bon, après quoi, je me suis occupé. Moyennant quoi? Quelques mois après, on était avant le sommet, mais la chancelière rencontrant le président de la République, c'était le 18e point de l'ordre du jour. C'est même pas un point de l'ordre du jour. Elle lui a dit ah ben c'est bien, là j'ai appris que vous faisiez quelque chose en Méditerranée, c'est bien que vous nous associez. Vous nous associez à toutes les réunions. Ils n'ont pas embêté une seconde. Ils étaient contents. Et voilà. Mais de fait, si l'Allemagne se mettait à avoir un grand projet sur les événements d'actualité sur l'Ukraine dont elle tente de nous mettre de côté, on ne serait pas content. Le sujet n'est pas celui des frontières, de savoir s'ils ont un port en Méditerranée. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mélangé. Il y a eu des organisations internationales, mais surtout 10 ministres, un de chaque pays du 5+5, et 100 personnes, 10 fois 10, 100 personnes de la société civile. Donc 10 Français, alors d'ailleurs, plus de femmes que d'hommes. 54 femmes sur les 100, 46 hommes, de toutes catégories, chefs d'entreprise, penseurs, jeunes gens activistes divers, etc. Avec des forums préparatoires, on a fait le tour de la Méditerranée. Nous sommes allés à Alger pour parler énergie, à La Valette pour parler jeunesse, à Rabat pour parler économie. Culture, ça devait avoir lieu au Portugal, finalement. Ils nous ont refilé le bébé. Nous étions à Montpellier. Environnement à Palerme. Et les 100, les soit 10, se sont réunis dans une assemblée des 100 à Tunis, 15 jours avant le sommet proprement dit, et nous ont fait des propositions. Faire vivre, pour préparer tout ça, 10 fonctionnaires, mais en permanence, habitués à la négociation internationale, plus 10, les chefs de file de chacun de groupe des 10, représentants de la société civile, plus les représentants des organisations internationales. C'était pas facile. Nous avons, je crois, quelque part inventé une forme de multilatéralisme moderne. Et malheureusement, il y a eu une espèce de suivi qui a été fait en février de l'an dernier, 22, mais qui s'est appelé dialogue des deux rives. Et on avait perdu l'aspect sommet. C'est-à-dire, ça a été la France face à la société civile de ces pays, et singulièrement beaucoup face à la société civile du Maghreb, de notre Maghreb, si je puis dire. Donc, ça a été un événement intéressant. Il a pas forcément donné de suite, mais la manière de faire, on a toujours le sentiment que c'est plus facile de travailler avec les peuples, mais je vois pas comment on peut agir en mettant de côté les États, hein. Même s'ils sont dirigés de manière autoritaire, ils assurent quand même un certain nombre de politiques publiques. Donc, se dire on va contourner les États de la Méditerranée parce qu'ils ne nous plaisent pas, ou la forme qu'ils ont, ou leur gouvernement du moment, par les sociétés civiles, je suis pas sûr que ça marche. Donc, voilà. Le traumatisme de 2007 était toujours là, ça m'a fasciné, 12 ans après, vis-à-vis de l'Allemagne et de l'UE notamment, mais néanmoins on a réussi à faire, en les associant dès le départ. Démocratie ou lutte contre le terrorisme. Et mon 7e point. C'est un débat perpétuel. Comme la patrie des droits de l'homme, et donc il faut qu'on exporte les droits de l'homme. Il est temps en temps, on se dit, il faut aussi exporter des biens et services, y compris des armes. Comment on fait? Donc ce débat n'est pas récent, il n'est pas réservé à la zone, mais il a pris une
tournure un peu plus importante du fait des sujets immigration, sécurité, etc. Et puis aussi parce que la zone, elle a, avec nous en tout cas, pour une partie d'entre elles, beaucoup d'échanges humains, culturels, etc. Donc, on ne sait pas trop quelle est la situation des droits de l'homme ou mal en Asie du Sud-Est ou en Amérique latine. Donc, il n'y a pas trop de débat sur quand on voit les dirigeants, est-ce qu'on va en pays, etc. Mais moi, je prétends que notre position n'est pas du tout univoque et dans l'histoire et dans l'espace aujourd'hui. Avec deux, trois remarques, nous avons donc en d'autres termes, pour dire les choses clairement, on ne fait pas l'impasse sur les droits de l'homme pour vendre des métros ou des armes. Ce n'est pas vrai. Nous avons été le pays européen qui a le plus soutenu les printemps arabes après les problèmes initiaux que je ne rappellerai pas de fin 2010, début 2011. Mais rappelez-vous l'action d'Alain Juppé. Il a été à la pointe du débat. Il est allé sur la place Tahrir au Caire, discuter, etc. Je suis pas certain que beaucoup l'aient fait. Donc on a été très très volontaire dans le soutien aux printemps arabes. Jusqu'à pousser, mon deuxième point, au-delà de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, à une intervention militaire en Libye, sous la pression active des défenseurs des droits de l'homme emmenés par Bernard-Henri Lévy. Résultat, je vous laisse juge, mais on a défendu les droits de l'homme par tous les moyens. Aujourd'hui, nous demeurons, je pense, encore, et certainement par rapport à nos voisins du Sud, Espagne, Italie, le pays le plus fermé au sein du Conseil européen sur la Syrie. Quel est le pays qui, en permanence, ne veut pas qu'on parle de reconstruction de la Syrie? C'est la France. Et nous sommes plus près de l'Allemagne, mais je répète, nous sommes quand même le pays le plus net sur ses positions sur la Syrie depuis 2011. Donc nous négligeons absolument pas la question des libertés politiques dans nos relations avec ces pays, mais on peut pas s'empêcher quand même d'avoir des relations avec tous ces pays au niveau gouvernemental, et rien n'est simple. Juste une anecdote là, puisque je parlais du sommet des deux rives. Donc il y a eu des groupes de 10 emmenés par des personnes de la société civile. Et quels sont les deux pays, les 10, qui ont eu l'idée fascinante de mettre à la tête de leur groupe de la société civile des ambassadeurs, en espèce d'ailleurs des ambassadrices? Le Maroc, pas l'Algérie, pas la Tunisie, le Maroc et Malte. Voilà. Bon, vous dire tout ça est plus complexe qu'il n'en allait. Bon, dans l'actualité, bien entendu, Israël ou Palestine, ma 8e question. La politique méditerranéenne oblige forcément à se poser la question du conflit israélo-palestinien. Je ne pense pas que ce soit parce que, par essence, il empêche toute coopération. Ce n'était pas le cas avant les accords d'Abraham, et encore moins maintenant avec la reconnaissance de l'État d'Israël par plusieurs pays, là de l'Égypte et de la Jordanie qui l'avaient déjà reconnu, par exemple les OAU. Et je vous ai donné le contre-exemple qu'est l'UPM. J'ai oublié de dire qu'à un moment, c'est un peu une armée mexicaine, l'UPM, il y a 6 secrétaires généraux, 6 secrétaires généraux adjoints et 60 personnes en dessous, donc c'est un peu une armée mexicaine, mais il y avait un SGA palestinien, un SGA israélien, ils travaillaient fort bien ensemble. Donc ça n'empêche pas la coopération. L'UPM, oui, je pourrais rajouter aussi qu'à contrario,
à cause du conflit, on ne peut pas appeler la réunion annuelle des ministres réunion ministérielle, parce que un certain nombre de pays arabes considèrent qu'ils ne veulent pas accepter que ce soit une réunion ministérielle. Donc ça s'appelle forum régional, mais enfin ils viennent, ils croisent leurs collègues israéliens et tous les moments de travail. Donc, bon, ils ne veulent pas dire que leur ministre a été dans une réunion, était ministre israélien, c'est pourtant le cas aux Nations Unies, mais enfin bref. Donc, ils sont quand même globalement dans une certaine posture, nos pays arabes sur le conflit. Non, je pense que le conflit qui, pas en ce moment, pas ces jours-ci, est plutôt quand même depuis un certain temps de basse intensité, il pose deux séries de problèmes. Bon, quand il devient de haute intensité, comme aujourd'hui, ou a fortiori, et il y en a quand même eu un certain nombre dans les 20 dernières années, quand il y a des guerres, Gaza ou le Liban, c'est un sujet qui efface tout le reste. Bon, mais je dirais plus encore, le vrai sujet, c'est que les pays européens n'ont pas la même vision de ce qu'il convient de faire, et que Israël excelle à accroître les divisions entre pays européens en la matière. En 2009, sous présidence suédoise, mais après du travail fait en 2008, sous présidence française de l'UE a adopté une déclaration qui, par exemple, dit que la position de l'UE, c'est Jérusalem, capitale de deux États. Donc, absolument pas capitale unifiée de l'État d'Israël, éternel, capitale de, ça demeure la position de l'UE aujourd'hui, en 2023. Mais je ne suis pas sûr que on arriverait à adopter une déclaration de ce genre aujourd'hui. Donc, c'est compliqué, éventuellement, une politique méditerranéenne de la France où il faut d'abord s'épuiser en combat entre Européens sur ce fameux PPPO. La question est centrale pour les Palestiniens, mais elle est plus centrale pour grand monde. Et elle sert de prétexte à beaucoup des deux côtés de la Méditerranée pour faire ou ne pas faire. Si vous voulez. Donc, c'est une espèce de petite statue du commandeur. Là, alors, de temps en temps, il faut saluer, dire bonjour, sortir un communiqué. Est-ce que c'est central pour réfléchir à la politique méditerranéenne? Je ne le pense pas. De la transition ou de la production. En dépit du fait que là, des coûts de production certainement moins élevés qu'en Europe, la zone méditerranéenne, est pas devenue, et qu'elle est pas loin, est pas devenue, ou fort peu, ou un peu dans les services, les call centers, un peu de tourisme médical, les retraités, mais pas devenue une zone de délocalisation. On a préféré délocaliser beaucoup plus loin. Et pourquoi cela? Parce que ce sont des économies qui restent extrêmement administrées, or peu intégrées. Il y a une coquille vide qui s'appelle l'Union du Maghreb arabe, où il n'y a rien. Il ne passe rien. Vous avez en Méditerranée 20% du trafic mondial de marchandises qui passe en Méditerranée, mais 95% de tout ça viennent des ports de l'UE. Et 70% se fait, en fait, entre ports européens, passant par la Méditerranée. Au Maghreb, seulement 3% des échanges, 3% sont intra-régionaux. Donc, vous voulez vous délocaliser, bon, certes, les coûts sont moins élevés, mais vous faites face à des barrières bureaucratiques, administratives, absolument colossales. Vous ne pouvez même pas commercer avec les pays d'à côté. Voilà, il y a eu une industrialisation, mais pour les marchés locaux. Il y a quelques exemples et quelques contre-indications, c'est tout ce qui se fait au Maroc. Mais, donc, Méditerranée de la production, je pense qu'on a
un peu raté le coche, là, surtout si on se met à parler relocalisation. Méditerranée de la transition, oui, indispensable. La Méditerranée souffre beaucoup plus que les autres régions de problèmes environnementaux, climatiques et autres. Les températures dans la région augmentent 20% de plus qu'ailleurs dans le monde, hein, avec développement des canicules marines, avec des risques pour la biodiversité qui disparaît massivement à cause de la mer, la température de la mer augmente, avec des risques d'inondation pour 150 millions de personnes sur à peu près 450 millions. La question de la submersion de Tunis et d'Alexandrie se pose, hein, dans les décennies qui viennent. Autre élément qui surprend quand on le sait, la concentration de plastique est 4 fois plus élevée que dans le 6e ou le 7e continent. C'est-à-dire cette mer dans le Pacifique, pleine de plastique, c'est 4 fois plus. En Méditerranée, c'est un vortex de déchets. C'est le défi absolument majeur, hein, au-delà des conflits, des crises, etc. L'Union européenne a adopté il y a 2 ans un nouvel agenda pour la Méditerranée qui tente de mobiliser des montants importants d'investissement pour faire face à la crise économique, au déséquilibre, à l'absence d'intégration. Je trouve que ça demeure une vision assez classique. Il n'y a peut-être pas assez pour faire face à ça, au changement climatique, dans ces 2 aspects, enfin, contre-aspect, atténuation et adaptation, transition. Mais c'est un travail à faire. Les pays de la rive sud sont extrêmement marqués par l'intervention de l'État, voire, cas égyptien, de l'armée dans l'économie. Et c'est pas des sujets, bon, ils abordent naturellement, mais on peut prendre les choses par là, je crois, beaucoup plus, puisque bon, c'est difficile aujourd'hui d'être contre le développement durable, d'être pour le réchauffement climatique. Si on vous le dit, Alexandrie va disparaître dans 40 ans, bon, on peut peut-être poser des questions. Je pense que c'est une manière de prendre les choses. Ma 10e et dernière question, donc il y aura le temps de débattre, c'est des ports ou de l'Hinterland. Alors, dans ces lieux, bon, on parle plutôt aspect politique, histoire, culture, etc. Il y a du travail fait par les REMO sur les villes. Je suis pas sûr, j'ai pas bien regardé. Il y en a eu beaucoup sur les sujets de ports. Or, ce qui est fascinant, c'est que ce sont des ports assez homogènes dans leur organisation et dans leur vision. Je garde le souvenir lors du sommet des 2 rives Forum de la Méditerranée du ministre maltais des Affaires étrangères découvrant Marseille. Il m'a dit, mais c'est extraordinaire, ça ressemble à La Valette. Et c'est un fait. C'est un fait. Et quand vous faites le tour des ports méditerranéens, vous vous apercevez qu'il y a quand même une grande unité. Et l'unité de la Méditerranée, je dirais, saute aux yeux quand on passe par ces villes portuaires. Bon, un peu l'intérieur aussi, mais les ports, surtout aujourd'hui, façonnent quand même l'Hinterland, puisque derrière les ports, il faut des couloirs de transport fluviaux, ferroviaires ou que sais-je. Ce qui est mal connu, que je vous signale, parce que c'est intéressant à savoir, c'est que l'évolution économique et institutionnelle de ces ports a été extrêmement homogène au nord comme au sud de la Méditerranée dans la dernière décennie. Le statut des ports a beaucoup changé et dans le bon sens. On est passé d'un modèle où le rôle de l'État central était déterminant à un modèle plus importé du nord de l'Europe, qu'on appelle le modèle landlord, port propriétaire. C'est-à-dire que on était même chez nous, et chez nous veut dire en France, en Espagne, en Italie, dans une gestion publique totale, du foncier jusqu'à l'activité commerciale des ports.
Maintenant, il y a une claire distinction entre les activités régaliennes ou quasi-régaliennes qui restent publiques, aménagement de l'espace, sécurité, sûreté, douane, un peu aussi la promotion, ce qui est un peu bizarre, promotion commerciale. Mais tout le reste a été donné au privé, manutention, docker, stockage, exploitation, des outillages, des terminaux à conteneurs ou pas à conteneurs, du vrac. Les ports les ports méditerranéens ne sont pas en général des ports des sociétés de droit privé, mais ils fonctionnent comme tels. Et il y a donc moins de bureaucratie. Donc, ce qui est intéressant, c'est que on a réussi dans les divers pays, y compris chez nous, la grande voie portuaire chez nous a à peine une quinzaine d'années, on a réussi à atténuer la bureaucratie. Et c'est intéressant que ça se soit produit à peu près partout dans les pays au même moment. On reste, c'est ce que je voulais souligner, sur un modèle que je vais qualifier de port méditerranéen par rapport à un modèle de port qui n'est pas qualifié, mais que je vais appeler port hanséatique. C'est pas tous les ports de la Hanse, parce que y compris la mer du Nord, avec un contrôle de l'autorité publique qui reste quand même important, des projets de développement qui sont quand même contrôlés par la puissance publique, plus de présence de l'État que des collectivités locales. Dans les ports hanséatiques, vous avez une plus forte présence des collectivités locales. C'est pas la privatisation, ce sont des concessions. L'association des ports méditerranéens est relativement récente. Je termine avant ma conclusion, qui sera brève, sur une note qui est directement liée à mon job actuel. Nous faisons un gros travail sur le port de Beyrouth. Depuis l'explosion, depuis le 4 août 20, ça n'existe pas déjà, ce port de Beyrouth. Juridiquement, on ne sait pas ce que c'est. C'est un comité intérimaire qui a 30 ans. Donc, il y a tout un travail pour lui donner un statut, pour avoir une loi portuaire, avoir une véritable gouvernance portuaire. On a à côté de ça, on est très très mauvais en communication. C'est la France qui a enlevé les déchets industriels de l'explosion du port et les déchets agricoles, qui a trié le grain qui était dans les 2 silos qui ont explosé. On travaille beaucoup sur la sécurité physique, cyber, sur les douanes, sur le port. J'en parle parce que cette semaine, pour la première fois, donc pour dire que ça n'est pas forcément naturel, le conseil de ce qui est le conseil d'administration du comité du port de Beyrouth était en grand déplacement à Marseille en début de semaine pour voir le GPMM, le Grand Port Maritime de Marseille. Et ils ont signé il y a quelques mois un accord de coopération entre les deux ports. Bon, évidemment, ça aurait pu se faire avant, mais il a fallu l'explosion du port et le travail qu'on a fait pour y arriver. J'en termine en disant donc que aucune politique publique, par définition, n'est simple à définir, a fortiori en politique étrangère, et en plus dans une zone qui est si proche de nous. Vous n'allez pas totalement échapper, parce que vous auriez pu répondre ça à Méditerranée, à une citation de Fernand Braudel. Je n'y renonce pas. La Méditerranée est rarement une mer tranquille, prête à servir. Donc rien n'a changé depuis Philippe II, depuis le XVIe siècle. Oui, non. Je pense vraiment que les printemps arabes ont marqué définitivement les esprits, quelle que soit la situation actuelle. Et puis, je crois, vous l'aurez compris, que plein de nouveaux sujets qui n'existaient quasiment pas il y a 10 ans, climat, énergie, économie bleue, biodiversité, migration, sécurité alimentaire, peuvent nous aider à définir chacun des pays d'Europe du Sud et d'ailleurs, du Nord, à définir des politiques méditerranéennes en tentant de sortir des schémas dépassés. C'est pas facile, mais c'est possible. Merci de votre attention. Oui, ça va. Merci beaucoup, Pierre Duquesne.
Je suis la plus audacieuse de tous. Et je vous pose la question sur une question. Enfin, je ne pose pas une question, je soulève une question qui était absente de votre propos un peu à mon goût, qui est celui que tout ce que vous avez décrit, que je connais quand même pour avoir bourlingué dans cette zone depuis 30 ans, aujourd'hui, il y a un problème majeur qui est un obstacle à la construction, y compris de vos sympathiques sommets des deux rives, qui ne font pas de mal. Je dis pas que je vous encourage à continuer à les faire dans cette formule-là, mais ils font pas de mal. Mais ce qui est un petit, disons, vide de votre, enfin, un petit point manquant à mes yeux de votre présentation très, très complète, c'est la question de la mobilité des hommes et des femmes dans l'espace méditerranéen. Parce que ça, c'est quelque chose qui est crucial pour la réalité de la capacité de créer une vraie circulation pour des raisons personnelles, d'études, professionnelles ou autre chose. Donc la question des obstacles posés à la mobilité des personnes est énorme et risque de rendre comment dire vains les efforts très généreux que vous faites pour réunir des gens par-ci par-là, mais qui sont souvent des réunions où les institutions gouvernementales sont à la manœuvre en premier plan et on constate vraiment très quotidiennement le fait que même dans des rencontres de pas de grande envergure, etc., on empêche, et c'est pas la France qui empêche, c'est le Liban qui empêche des Palestiniens d'y aller, les Marocains qui veulent aller à Tunis en difficulté. Donc c'est pas du tout une histoire nord-sud simplement, hein. C'est une histoire qui est beaucoup plus complexe que ça, mais c'est vraiment un thème majeur qui me semblerait qu'on devrait pouvoir aborder, prendre de front et essayer de trouver des solutions pour créer un peu plus, je dis pas une totale liberté de circulation, mais un peu plus de fluidité, parce que tout ce que vous avez raconté, et c'est des choses qui sont intéressantes, parce que se rencontrer, ça permet de bâtir des choses, que ce soit d'ailleurs les gouvernements, ou les syndicats, ou les ONG, peu importe. Mais si on se rencontre pas, si on construit des choses ensemble, si on met pas ensemble ces énergies, ça, physiquement, dans la même pièce, ça ne fonctionnera jamais. Donc, c'est un élément primordial, disons, de toute forme de échange, coopération, intégration, etc., etc. Voilà. Bon, sur le concept central, se rencontrer permet de bâtir des choses, c'est primordial, c'est une condition nécessaire. Enfin, vous l'avez pas dit là, c'est une condition nécessaire, mais je rajoute pas suffisant. D'accord. Il y a, à mon avis, il y a effectivement trois niveaux. Il y a quand même beaucoup de mobilité des hommes et des femmes en ce qui concerne la France, hein, entre les deux rives de la Méditerranée, si mobilité veut bien dire mobilité et pas intégration définitive. Bon, il y a eu, vous n'en avez pas parlé, mais la crise récente sur la mobilité, effectivement, tout un paquet de gens qui ont été empêchés de venir en France. Bon, j'ai zéro chiffre à vous donner parce que je n'ai pas préparé la question, mais ce qui s'est passé, c'est quand même que des pays refusent de recevoir des expulsions de leurs nationaux qui sont parfois tout simplement des criminels, parfois des gens qui sont juste entrés illégalement sur le territoire français et qu'on se contente de dire c'est votre problème, c'est pas la meilleure manière d'aider à la mobilité.
est-ce que ça devait conduire à ce qui s'est passé en termes de refus d'entrée à des gens qui étaient habitués à faire l'aller-retour? Personnellement, j'en doute. Mais bon, c'est une autre histoire. Alors, mobilité, il faut faire plus. Enfin, migration est un autre problème. Hein. Il y a déjà beaucoup, ce qui concerne le Maghreb, bien entendu, beaucoup de gens d'origine maghrébine installés en France, qui d'ailleurs ont des allers-retours. Donc, dans les échanges, je n'ai pas le sentiment que ça soit complètement bloqué dans les échanges culturels. S'il s'agit d'accueillir définitivement des gens qui n'en peuvent plus dans leur pays, là, on est sur une autre chose. On est d'une part sur le fait que l'opinion publique française, qu'on le veuille ou non, n'y est pas prête, qu'il faut probablement l'aider à être plus prête, mais elle ne l'est pas. Et puis, deuxièmement, c'est pas sûr que le brain drain soit l'avenir de la zone. Enfin, je veux dire, même d'un point de vue neutre. Hein, donc, si on mettons de côté tous les problèmes que pose l'immigration sur le plan de politique intérieure, si on disait, comme tous ces pays où un certain nombre d'entre eux, je vais citer aucun nom, sont pas capables de se réformer, d'affronter la modernité, on ouvre nos portes pour laisser partir toutes leurs forces vives. Je suis pas sûr que ce soit la solution. C'est pas qu'il y ait des ressources minérales, mais enfin philosophiquement, c'est la même chose. C'est exploiter peut-être des formations qui ont été convenables dans ces pays, en prenant les gens et en disant, donc, mobilité, je pense qu'il y en a. Je pense que la crise récente peut-être a été un peu excessive, qu'il faut continuer à promouvoir, et vous avez raison de dire que c'est pas nord contre sud. Hein. Migration, il y a un sujet plus vaste. Bon, la France a une politique qui est depuis fort longtemps d'ailleurs, et quoi qu'on en dise, c'est-à-dire depuis Valéry Giscard d'Estaing, beaucoup plus fermée que celle de ses voisins, qui ont pu fermer plus récemment. Donc le sujet, nous ne sommes pas un pays ouvert à tout vent, on dit ce qu'on vient pas. Donc ceux qui disent que nous sommes ouverts à tout vent ne disent pas la vérité. Mais c'est pas récent et il y a un travail auquel l'IREMO et d'autres peuvent contribuer pour que la vision de l'opinion publique française bouge. Et ce ne sera pas d'un claquement de doigts des dirigeants que ça se réglera. Merci. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre travail actuel et en particulier donc sur le Liban, très clairement? Vous nous avez parlé du port de Beyrouth, du travail de la France, et vous avez un petit peu auparavant évoqué un Liban où nous sommes, je crois, excusez-moi, je vous cite de mémoire, mais accueillis, attendus volontiers. Est-ce que c'est si vrai que ça, sachant qu'on a quand même eu l'impression au lendemain de l'explosion du port de Beyrouth que l'action du président de la République avait été certes été acclamée et remerciée, et en même temps pas par tous les Libanais. 2 ans, 3 ans plus tard, où est-ce qu'on en est et qu'est-ce que la France peut faire, qu'est-ce qu'elle a réussi à faire, qu'est-ce qu'elle a échoué à faire? On a l'impression que la situation politique du Liban se joue sans l'influence de la France déterminante. J'ai 6 heures. Non, je vais essayer en 4-5 minutes à peine. Emmanuel Macron n'a pas commencé à s'intéresser au Liban avec l'explosion du port. La première visite d'État sous le mandat précédent, en fin août 2017, est celle du président de la République libanaise, Michel Aoun. Rappelez-vous l'épisode que je qualifie d'enlèvement au sérail de novembre 2017, quand le président de la République va exfiltrer le Premier ministre Hariri, qui est retenu contre son gré en Arabie Saoudite. Vient derrière la conférence dite CEDRE. Alors, en tant que délégué interministériel à la Méditerranée, je m'étais occupé de cela. J'ai inventé cet acronyme
puisque la France avait en 2001, 2002, 2007 organisé des conférences de data qui s'appelaient Paris 1, Paris 2, Paris 3. Et on m'a demandé fin 2017 de faire Paris 4. J'ai refusé. On m'a dit, mais pourquoi diable? Parce que je ne voulais pas qu'on reproduise le modèle qui consiste à ce que nous, communauté occidentale, promettions de l'argent, que nous avons pour une part versé, contre des changements qui ne se sont pas produits sous Paris 1, Paris 2, Paris 3. Donc, je vais inventer conférence économique pour le développement par les réformes et avec les entreprises. 4e lettre, R, par les réformes. Il n'y en a eu aucune et du coup, aucun centime des quelques 11 milliards de dollars de promesses de dons n'a été versé par qui que ce soit. Donc, je dis cela parce que, et ceci était la politique de la France. Donc, le président de la République, dès le début, c'est pas l'explosion du port, il a conduit à s'intéresser au Liban. Je pense même qu'aujourd'hui, 28 janvier 2023, c'est sa première cause dans les sujets internationaux, à part tous les sujets mondiaux que vous connaissez, bien entendu. Oui, effectivement, les autres pensent que nous avons un rôle à jouer parce que il y a la tradition historique, culturelle, économique, linguistique, que sais-je. Parce que peut-être ils se disent que c'est très compliqué, donc autant laisser la France faire, et que si elle y arrive, c'est formidable. Et sinon, tant pis. Nous maintenons le Liban à la une de l'actualité méditerranéenne, alors que ce qui menace ce pays, c'est l'indifférence de la part de la communauté internationale, c'est l'indifférence. C'est pas l'hostilité, mais c'est l'indifférence. Parce que la vision globale classique d'aujourd'hui, c'est que effectivement, il ne se réforme pas, il ne change pas, il est miné par les conflits et que donc il mérite un intérêt limité. Nous ne le pensons pas. Lorsqu'il se rend le surlendemain de l'explosion au Liban, le président de la République est le premier à le faire, et à ma connaissance d'ailleurs un des seuls. Alors, il y a peut-être eu quelques voyages à l'automne, mais sans plus, et il est accueilli, j'y étais, donc je peux le dire, vraiment en héros, hein. Dans le port, en remontant la rue Gouraud. Enfin. Donc, après, il saisit le momentum et il pousse à une solution politique qui ne vient pas. Bon, ne vient pas. Est-ce que il lui fallu se dire ça changera pas, ça changera jamais? Non, je ne crois pas. C'est évidemment pas le tempérament du président de la République, sur quelque dossier que ce soit, donc sujet que ce soit. Donc il a poussé. Aujourd'hui encore, il y a franchement que nous qui puissions dire ce que nous disons. Nous parlons avec tout le monde. Je dis bien avec tout le monde. Nous sommes le seul État occidental à ne pas considérer le Hezbollah dans son entièreté comme une organisation terroriste. Nous parlons avec l'ensemble des partis. Est-ce qu'on va y arriver? Je vais vous prendre le dossier par un autre bout. Il y a un peu plus d'un an, décembre 21, l'Arabie Saoudite s'était retirée du Liban, avait rappelé son ambassadeur. Il voulait plus s'intéresser au Liban. Le président de la République est allé voir le prince héritier. L'Arabie Saoudite est revenue dans le jeu. Nous avons monté un petit fonds humanitaire franco-saoudien pour aider ensemble. Tout le monde disait, ou craignait, ou feignait de croire qu'il y aurait un conflit avec Israël. Bon, j'ai dit ce qu'il en était de la stabilisation de la situation. Les gens pensaient que les élections législatives qui étaient prévues pour le 15 mai n'auraient pas lieu ou pas à bonne date, seraient
serait truqué, que ça n'a pas été le cas. Elles ont tué. Dans un domaine que je connais encore plus, qui est le fait d'enfin conclure l'indispensable programme avec le Fonds monétaire international, il n'y a pas de sortie aujourd'hui. Il n'y en a pas. Voilà. Un programme avec le FMI, un accord technique a été conclu en avril. Il tarde à se transformer en véritable accord. Bon, c'est un fait, mais il y a eu des petits mouvements. Il n'y a plus de président de la République depuis fin octobre, et il est élu par le Parlement. Nous nous consacrons vraiment à ce que cette élection ait lieu. Donc c'est un travail de tous les instants. La formule qui résume l'action de la France a été prononcée par Emmanuel Macron lors d'un de ses deux voyages. Il a dit en conférence de presse « Je ne vous lâcherai pas ». Avec toute l'ambiguïté du terme, qui veut dire tout à la fois « Je ne vous laisserai pas tout seul dans le noir ». Et j'ai organisé 3 conférences humanitaires. Et nous n'arrêtons pas de faire des choses humanitaires. Et je serai toujours sur votre dos pour que vous fassiez les réformes. Alors c'est vraiment l'essence de ma mission. Il faut de la pédagogie, de la patience. Voilà, c'est pas simple. Et ce n'est vraiment pas simple parce que je fais face à des gens qui me disent Faucon, il y a qu'à. Voilà, enfin, supprimer cet élément ou supprimer tous ces éléments. Non, la crise est beaucoup plus lourde au Liban, qui nécessite effectivement des réformes de fond. Ce pays, fondamentalement, a vécu dans l'illusion, au-dessus de ses moyens, et tout le monde, grâce à un taux de change surévalué, commence à se résolver par l'emprunt. Ce pays a vécu pendant des années avec un déficit extérieur de 20 à 25 points de PIB. Je rappelle qu'en France, en 1983, on a changé de politique économique et le débat est encore prégnant 40 ans après. Peut-être il va ressortir d'ailleurs en mars pour 3-4 points de déficit. Comment tout ça a été financé? Par la dette. Alors, pas les marchés internationaux, mais la diaspora dans les banques. Bon, de toute façon, ça n'était plus tenable et ça a explosé. Je vous donne juste une anecdote. Pour ceux qui sont peut-être allés à Beyrouth dans le temps, Air France avait sur la ligne Paris-Beyrouth une cabine long courrier. Pas seulement pour la cabine première, mais aussi l'énorme cabine business. Et dans cette cabine business, vous trouviez des gens comme vous. Partez en vacances, couple d'enseignants. Pourquoi pouvaient-ils le faire? Ils ne s'en rendaient pas compte. Parce que le taux de change était totalement surévalué. Imaginez que 1 euro vaille 5 $. Achetez tout aux États-Unis. On a tué, ce taux de change a tué l'emploi au Liban. Tout d'un coup, c'est la crise de change, 1 euro vaut 1 $. Donc, baisse de 80%, enfin on est au-delà de cela, inflation, etc. On ne pourra pas reconstruire le modèle comme avant. Or, ce taux de change surévalué à des niveaux différents était profitable à tout le monde. Tout le monde. Et ce n'est pas que, je dis ça aussi pour expliquer que ce n'est pas qu'un problème politique, ce n'est pas que l'existence de tel ou tel dirigeant, la manière dont il fonctionne. C'est à la fois plus simple, si on revient à une gestion économique digne de ce nom, ça sera pas mal, et plus compliqué parce que c'est dans la tête des gens aussi. Hein. Ils ont vécu à crédit. Tous les gens qui ont vécu à crédit, une fois qu'ils ne peuvent plus vivre à crédit, ont du mal. Voilà. Bon, j'ai déjà été beaucoup plus long que ce que j'avais dit, mais oui, et j'ai pas dit. Enfin, je redis que non, il n'y a pas. Vous ne trouverez pas de déclaration publique, même privée, des dirigeants libanais, de la société civile libanaise, disant que la France ne s'en mêle pas.
parfois même c'est l'inverse, c'est-à-dire de dire il nous faut une contrainte internationale. Comme on n'est pas capable de se réformer tout seul, on n'y arrivera pas. Il nous faut une contrainte internationale. Bon, je trouve que c'est un peu dommage de raisonner comme ça, mais s'il en faut une, eh bien, elle est là. Fonds monétaire international. Jusqu'à présent, le Liban a eu tous les inconvénients d'un programme FMI, c'est-à-dire notamment l'ajustement réel absolument massif, la baisse des salaires, l'augmentation de la pauvreté, sans les avantages. Ils sont des financements et de la crédibilité. Donc, autant signer et que la classe politique finisse par comprendre qu'il n'y a pas d'autre sortie. Et sinon, bon, si vous suivez ça au jour le jour, là, ils sont en pleine crise de change. Ces derniers jours, crise de change, débat sur la justice, sur l'explosion du port, etc. Donc, il y a des moments de tension comme cela. Pardon, j'ai vraiment été trop lent, mais... Alors d'abord, merci pour votre exposé. Moi, ma question, elle porte sur les objectifs de la France et de l'Union européenne. Voilà. Pourquoi tant d'insistance pour une politique méditerranéenne quand on voit que la présence de la France en Afrique, elle est de plus en plus contestée, notamment ces derniers jours? Comme vous l'aurez compris, moi je fais une distinction entre l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord. Les sujets, on a dans aucun, si on prend les trois pays classiques d'Afrique du Nord, on entretient, on a de forces militaires à demeure, etc. Donc c'est pas, la relation est quand même pas de même nature. Elle est plus égalitaire sans doute qu'avec les pays d'Afrique subsaharienne. Ils sont plus proches de nous. Il y a plus de liens, de mobilité, d'échanges, d'immigration. Et on partage quand même effectivement cette mer qui a des problèmes communs. Donc, oui, il faut une politique méditerranéenne. Même, c'est ce que j'ai tenté de dire, même pour traiter effectivement ces nouveaux problèmes qui sont des problèmes absolument communs, et on a moins de problèmes communs avec les pays d'Afrique subsaharienne. On a peut-être plus d'histoire, mais moins de problèmes à gérer en commun. Et ce que j'ai essayé de dire, mais je le redis encore plus clairement, il est illusoire de penser qu'on va, nous, la France, les régler seuls. Hein. Donc, cette politique méditerranéenne, elle doit être une politique avec l'Europe. Il n'y a pas... Voilà, c'est vraiment dommage. Je le pense sincèrement que 2007 ait été si mal géré, parce qu'on avait une occasion. Il y avait effectivement un moment, et c'était d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, le moment... Enfin, la Méditerranée est rentrée dans le débat politique pendant une élection présidentielle, ce qui, sous un angle qui n'était pas négatif, qui n'était pas seulement l'immigration, la sécurité... les terroristes, etc. C'était, je pense que Nicolas Sarkozy avait eu la bonne intuition. Donc, si vous cherchez une figure politique, en fait, tiens, du temps moderne, prenez Nicolas Sarkozy. Mais je pense qu'il avait eu la bonne intuition. Mais de dire on va faire ça sans l'Europe, voire contre l'Europe, le rêve absolu, l'illusion totale. Donc, il faut, on a un intérêt. Et puis, nous avons un intérêt géopolitique. Effectivement, le regard de l'Europe a quand même, depuis fort longtemps, toujours tendance à se tourner vers l'Est. C'est pas les événements de la dernière année qui font changer. Et nous, France, mais Espagne, Italie, bien entendu, Portugal, il faut en permanence qu'on dise, regardons aussi vers le Sud. Hein, c'est notre intérêt commun. Je répète, les Allemands comprennent tout à fait cela. Ils sont pas bon, c'est plus compliqué vu de Riga ou de, je sais pas, de Vilnius. Enfin, je dis ça au hasard. Après, via la vidéo, il va y avoir des tweets incendiaires sur le fait que les Lettons ou les Lituaniens s'intéressent quand même à la Méditerranée. Mais donc, c'est notre intérêt collectif, y compris pollution, y compris migration, bien entendu. Voilà. Et est-ce qu'on est... Bon, il y a la question de
contestation, il y a les débats que vous savez avec chacun des pays, y compris, je ne vais pas en dire plus, ceux qui regardent un peu plus vers le passé que vers l'avenir. Mais je pense qu'on peut y arriver. Je pense qu'en multilatéralisant, c'est aussi implicite que explicite dans ce que je dis, c'est plus facile qu'en étant simplement dans la relation bilatérale. Parce que la relation bilatérale emporte tellement plus de souvenirs du passé que, bon, on est là. Mais bon, je garde en tant que, bon, je commence à me faire très vieux et j'ai diverses expériences de fonctionnaire. Je garde quand même le souvenir dans la préparation de ce sommet des deux rives que, pour peu qu'on passe le temps, qu'on ne soit pas dans la prescription, c'est moi la France qui dit que, on peut arriver à faire fonctionner tout ça. Mais voilà, c'est pas la France éternelle qui dit le droit à ses anciennes colonies ou équivalent. Hein. Donc, il faut que nous-mêmes sortions quand c'est le cas de cette posture. Je voudrais juste votre sentiment concernant, vous avez parlé de cette chimère qu'on a appelé à un certain moment le Maghreb arabe uni. D'abord, arabe, c'est une question. Concernant cette pente de discorde entre les généraux qui dirigent l'Algérie et le Maroc au sujet du Sahara, est-ce que vraiment, au nom de ce principe, entre guillemets, de l'autodétermination des peuples à disposer d'eux-mêmes, que ces généraux logent et arment le Polisario, juste pour l'indépendance, entre guillemets, de cette population de 170 000 hommes, ou bien parce que ces généraux ont une ambition de conquérir le Sahara et avoir une sortie sur l'Atlantique qui est quand même une zone très riche du point de vue halieutique et phosphate. C'est-à-dire qu'ils avancent, je parle des généraux qui dirigent l'Algérie, sous le paravent des principes, ce que j'appelle de l'enfumage politique. Alors, j'ai dit que c'était l'Union du Maghreb arabe, qui est une organisation qui était malheureusement, qui témoignait de la volonté d'intégrer la zone, et qui était malheureusement plutôt une institution vide de sens. Je ne vais pas sauter sur le champ de mine que vous m'offrez là, donc surtout en vidéo. Et donc je vais dire que nous tentons d'avoir une position aussi constructive que possible et neutre que possible sur cette question délicate. C'est un sujet traité par les Nations Unies. Le secrétaire général des Nations Unies a même un envoyé spécial pour la question. Donc c'est un sujet majeur. Ce que je crois, mais vraiment très sincèrement, c'est que les deux pays et avec la Tunisie et même oui, je sais pas si j'ai dit que dans le 5+5 il y avait, oui, je l'ai dit quand même, qu'il y avait la Mauritanie, ont quand même un intérêt majeur à commercer ensemble. Enfin, ça renvoie à la question de Gévana, est-ce que les frontières soient un peu ouvertes, est-ce que n'y passent pas que les contrebandiers, etc., etc. Je veux dire, et quand je vais le prendre encore par un autre bout, c'est pas pour échapper à votre question, mais puisqu'on vient de fêter le 60e anniversaire du traité de l'Élysée, il se trouve que dans ma longue vie professionnelle, j'ai été pour la France négociateur du traité d'union économique et monétaire. Pierre Bérégovoy a été ministre des Finances, le directeur du Trésor, mon patron, était Jean-Claude Trichet, et moi en dessous pour la France. Donc j'ai passé des jours, des nuits de 1991 à faire ce traité. On a quand même été capable d'avoir la même... Et je veux dire, dans ma vie de fonctionnaire, il n'y a pas de plus grand souvenir. On démarre 91, c'est ça, page blanche. Et le 1er janvier 2002,
C'est ça. C'est quand même un pays avec lequel on a été en guerre. Enfin, le fond de l'affaire, c'était quand même que les Français et les Allemands soient capables de se mettre d'accord. Et c'était pas plus simple pour eux d'abandonner le mark que pour nous d'abandonner le franc. Et on a été en guerre, il y a eu des morts pendant 100 ans, donc je vois pas. Et on y est arrivé. Et on y est arrivé. Faut dire, c'est du temps. Passer du temps à négocier d'abord les 2 pays, puis on allait devant les 10 autres. Il y avait 12 pays membres de l'UE à ce moment. On s'était tué et entretué, on partage la même monnaie. C'est quand même un symbole fort. Bon, je vois pas pourquoi le Maroc et l'Algérie ne seraient pas foutus travailler ensemble. Enfin, franchement, ainsi, un peu moins le passé et un peu plus l'avenir, au-delà de quelques questions épidermiques. Merci. J'ai une question de politique fiction, en espérant qu'elle reste de la fiction. Supposons qu'il y a 1 an, les résultats de l'élection présidentielle en France étaient différents. Le 2e tour. Ça change quoi sur la politique de la France en Méditerranée, concrètement? Ça change quoi au Quai d'Orsay? Ça change quoi sur vos missions et votre travail? Voilà, Mélanie en Italie, l'Europe populiste. Bon, comme j'approche effectivement très grand pas de la retraite, je pense que je n'aurai pas à me poser la question. Écoutez, il n'y a pas de... Bon, sur la politique méditerranéenne, je paraît assez évident que un accent beaucoup plus fort sur l'immigration aurait été mis, quitte à concevoir la politique en question uniquement sous cet angle, ce qui est réducteur dans l'absolu, donc ça va sans dire. Il n'y a pas de système des dépouilles en France, le système par lequel les fonctionnaires sont virés dès que le gouvernement change, comme aux États-Unis d'Amérique. Donc, ce change quoi pour les fonctionnaires? C'est après chacun se trouve placé devant ses propres responsabilités. Madame Mélanie, il se trouve donc que j'ai participé en décembre à ce qui est quand même le grand forum méditerranéen qui s'appelle Med Dialogues, qui dure 2-3 jours, que les Italiens ont lancé, qu'on a une légère tendance, c'est ça aussi qui est compliqué à négliger, on va dire, parce que c'est pas nous. Et je l'ai entendu, je l'avais jamais vu et entendu. Ça m'a paru assez clair qu'elle n'était pas exactement comme dans ses discours. Et elle a dit ce que je vous ai dit, que l'Italie allait définir sa politique méditerranéenne elle-même. Voilà, donc politique fiction, c'est compliqué. Il y a le citoyen, il y a le fonctionnaire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que dans ma longue vie, j'ai été de 1997 à 2001 le conseiller économique de Lionel Jospin. Bon, c'est raison les conclusions que vous voulez en tirer. Madame, vous vouliez... Non, je croyais que vous vouliez parler. Ah bon, pardon. Bon, je vous ai pas tué complètement. Il y a combien de personnes en vidéo? 5. Bon, écoutez, moi, il n'y ait pas de remords. Merci d'être resté. Non, c'est pas normal, parce que je suis pas venu avant. Non, mais ça, voilà, un truc très français que je n'aime pas. Mais un autre jour qu'un samedi, le français, qu'il soit universitaire, fonctionnaire, etc., au conseil des ministres à Bruxelles, a une fâcheuse tendance, toutes couleurs confondues, à arriver en retard, partir en avance, parce qu'il a plus important à faire à Paris, et quand il arrive, il salue l'allemand, l'anglais quand il y en avait un,
et éventuellement, ça dépend des humeurs, l'italien, l'espagnol, voilà. Et puis, il s'étonne, là aussi, le souvenir de la négociation de l'Union économique et monétaire, qu'il ne soit pas forcément soutenu par, aujourd'hui, le polonais, machin. Bon. Et l'allemand, lui, il est arrivé là, probablement la veille. L'anglais faisait ça très bien, et il a été à un dîner, il a bu un coup avec le polonais. Donc, cette diplomatie d'influence, ça ne va pas le faire. Et dans un colloque, c'est pareil. Et aujourd'hui c'est samedi, donc c'était un peu plus compliqué, mais je serais peut-être venu, enfin, surtout, quand même quelques occupations aussi, mais très souvent j'ai assisté à des conférences. On peut faire deux choses, enfin, moi je peux faire deux choses à la fois, donc le niveau d'intérêt baisse, je lis autre chose, etc. Et à chaque fois, je me suis fait demander, mais, par des Français, mais pourquoi tu écoutes? Pourquoi tu perds ton temps là, à écouter? Et j'ai toujours considéré qu'on ne perdait pas son temps à écouter. Il y a un de mes anciens collègues qui vient de faire un livre dont je n'ai pas vu, mais dont je trouve le titre excellent. C'est un monsieur qui s'appelle Maurice Gourdeau-Montagne. Et le titre de son livre, c'est « Les autres ne pensent pas comme nous ». Et ça, c'est ma règle de vie. C'est-à-dire, faisant de la diplomatie, pas mal de diplomatie économique, me dire que les autres ne pensent pas comme nous, que la France n'est pas le centre du monde habité. Or, nous avons quand même tendance, nous, Français, collectivement, à penser qu'on est dans un monde très copernicien. Tout le monde tourne autour de nous. Non. Et donc, en Méditerranée, c'est également le cas, en dépit du fait qu'on a eu Napoléon ou d'autres, ou de Lesseps, ou que sais-je. Il faut faire ce travail pédagogique, politique, écouter, réécouter, réexpliquer. Le Liban, je peux vous dire que ça demande un minimum de pédagogie, et on a peut-être une chance, pas sûr, d'y arriver. Mais voilà, donc c'est aussi une manière de répondre à la question, l'autre question piégeuse. Il faut déjà commencer par écouter. Et après, on essaye d'influencer. Merci à toutes et tous.